Collègue, juste préciser ses propos. Je vous en prie, excusez-moi. Pardon. Oui, je tiens quand même à préciser, j'ai pas dit ça. Je fais partie effectivement de ceux qui considèrent que l'argent public, qui est l'argent du contribuable français, doit avoir une justification. Moi, je vous ai simplement dit qu'aujourd'hui, nos agriculteurs ne veulent pas justement être et continuer à être une agriculture subventionnée et ultra subventionnée. Sauf qu'aujourd'hui, le fait est que les normes, les contraintes et tout ce carcan administratif, les faits dépendent d'un système qui le rend inéluctablement dépendant de cet argent public. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si on veut considérer, et on le doit le faire, en tout cas à ce titre-là, moi je le pense, considérer un agriculteur comme un entrepreneur, il doit être libéré de toutes ces contraintes de manière à pouvoir vivre de son travail et non pas des aides publiques. C'est tout simplement ce que j'ai dit. Alors, j'entends. Moi, c'est pas ce que je comprends des différentes demandes qui sont portées par la profession agricole. Notamment, pour moi, si c'était effectivement le cas, alors il n'aurait pas demandé à supprimer les conditions, la conditionnalité renforcée sur la politique agricole commune, puisque de fait, si tu veux être libre d'entreprendre, bah simplement tu ne les respectes pas, tu ne touches pas l'argent de la PAC, mais c'est pas grave, tu es libre d'entreprendre sans ces contraintes-là. Non, mais c'est en ça qu'il y a quelque chose quand même à pointer du doigt. Et du coup, de fait, ça m'amène, moi, à autre chose, qui est le sujet du syndicalisme agricole majoritaire, en fait. Où pour moi, il y a quelque chose d'important à faire, et notamment autour de la gouvernance. Je pense qu'il est temps de revoir les modes de scrutin aux élections chambres. Je parle de l'échelon départemental. Et à titre personnel, je ne comprends pas le projet politique porté par la FNSEA. Et là, si dans ce que vous me dites, vous faites l'écho justement de la profession agricole que vous avez pu rencontrer, ça me conforte dans cette idée qu'en fait, il n'y a pas de projet politique fort. Et ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que pourtant, dans le passé, l'agriculture a vraiment été un secteur pourvoyeur d'innovation. Je pense d'innovation organisationnelle, typiquement, je pense aux coopératives ou des choses comme ça. Je pense même à l'organisation des oléoprotéagineux, qui est quelque chose d'incroyable en termes en termes organisationnels. Là, clairement, pour moi, ce manque de projet politique-là, c'est aussi ce qui explique que l'agriculture aille droit dans le mur, puisqu'on ne se pose pas les bonnes questions et on ne se demande pas d'où vient vraiment le problème en agriculture. Après, j'entends bien ce que vous dites, mais de fait, je pense que sur le fond, en tout cas sur la question de la libéralisation des échanges, on a un désaccord qui est juste de fond, et j'entends très bien que votre positionnement n'est pas du tout le même que celui de Greenpeace. Je peux me permettre de préciser, Monsieur le Président, je ne suis pas le porte-parole d'un quelconque syndicat. Hein. Moi, je vous ai exposé ma vision, la vision qui est celle des agriculteurs que je rencontre. Je suis élue d'un territoire rural. J'ai des agriculteurs qui font partie de syndicats, quels qu'ils soient, et j'en ai aussi, et beaucoup même, qui ne sont pas syndiqués. Et moi, j'entends, comme le président l'a fait lui aussi, il l'a redit, il est aussi dans un territoire agricole comme le rapporteur. Nous, on est les porte-parole de ce que les agriculteurs nous disent. Et donc, moi, simplement, c'est là où je voulais vous entendre, c'est sur la liberté d'entreprendre, la liberté et les libertés individuelles aussi. Parce que cette liberté d'entreprendre, de cette liberté d'entreprendre dépend aussi un modèle agricole. Et les agriculteurs sont des chefs d'entreprise à qui il faut aujourd'hui plutôt accompagner plus que contraindre. Mais après, voilà, j'entends, et ça ne m'étonne guère qu'on ait deux avis divergents d'ailleurs, donc j'entends bien que nous ne pensions pas la même chose. L214, la réponse, puis après on passera à l'orateur suivant. Oui. Donc, de nouveau, hein, les termes de votre question et les affirmations sur les intrusions, ça n'engage que vous. Les personnes qui s'adressent à L214, elles nous font confiance pour les protéger, pour protéger leur anonymat. Et répondre à votre question, ça nous obligerait à dévoiler, même partiellement, les conditions d'obtention d'informations et d'images sans permettre de répondre à votre questionnement. Vous êtes devant une commission d'enquête. Je sais bien pourquoi je vous pose la question, mais c'est aussi justement pour revenir sur les propos d'ailleurs de mon collègue Arenas. C'est pas un tribunal, mais ce cadre de travail de la commission d'enquête peut nous permettre, à nous parlementaires, d'avoir des informations
qui nécessite, dans le cadre de notre mandat, et qui nous permet justement d'avancer sur des questions qui sont aujourd'hui cruciales, et en l'occurrence pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, sur les questions agricoles et la souveraineté alimentaire, et justement ce qui peut se passer dans nos exploitations agricoles. Donc, j'entends votre réponse, mais c'est un peu surprenant parce que dans le cadre d'une commission d'enquête, c'était naturellement des questions que nous pourrions vous amener à vous poser et auxquelles nous attendons naturellement des réponses. Sur les agriculteurs, entrepreneurs et tout ça, beaucoup sont quand même pris dans des contrats d'intégration dans lesquels ils n'ont plus aucune possibilité de bouger. Et nombre d'entre eux, en fait, dénoncent ces contrats d'intégration et tout ça. Vous dites, ils voudraient bien être... je comprends ce que vous dites sur, d'un côté, ils sont liés et ils n'ont pas la possibilité de se passer des aides publiques. De l'autre côté, ils aimeraient bien. Ce matin, il me semble que le président de LDC a demandé 2 milliards d'euros à votre commission d'enquête pour remettre plus de 20% de souveraineté du côté des élevages de volailles. Et puis cette liberté d'entreprendre, oui, évidemment, mais il y a quand même la question de quelles conséquences sur les biens communs. Aujourd'hui, la façon de produire justement l'élevage intensif, l'agriculture industrielle, elle a des conséquences sur notre environnement. Elle hypothèque peut-être les capacités futures à pouvoir se nourrir. C'est quand même des questions très importantes et c'est normal que l'État demande un certain nombre de choses. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, elle est très fortement subventionnée. Quasiment l'ensemble des élevages reçoit des subventions. C'est 100% pour bovins viande, 100% pour les bovins lait. C'est aussi des chiffres très importants pour les autres et ça leur permet tout juste d'équilibrer leurs comptes pour la plupart. Enfin, il y a un vrai problème de rémunération et de conditions de travail et de vie. Travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ne pas pouvoir prendre de vacances et tout ça, c'est des problématiques qu'on entend tout à fait. Voilà. Ouais, il faut que je suis désolé, il me reste 3 orateurs, on a déjà 20 minutes. Vraiment rapide, hein, s'il vous plaît. Très rapide. Oui, effectivement, c'est ce que je vous avais dit, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de questions. Mais je vais essayer d'aller vite sur votre financement, parce que ce que vous dites d'ailleurs... Non, mais pardon, je vais quand même revenir sur ce sujet. Et d'ailleurs, ce que vous dites est un juste lien avec la transparence que vous appelez de vos voeux, notamment sur l'utilisation de l'argent public quand ils sont versés aux agriculteurs. Vous avez dit qu'un certain nombre de vos adhérents et vous faisaient vivre. Donc j'imagine qu'il y a, et vous ils perçoivent des déductions fiscales. Donc vous avez naturellement de l'argent et vous êtes bénéficiaire de subventions publiques. Il y a dans le code un préjudice écologique et notamment une obligation de réparation du préjudice écologique qui aujourd'hui vous permet d'intervenir et de prendre part au procès qui sont souvent liés à des dénonciations d'agriculteurs. Et donc, à ce titre-là, vous percevez notamment des dommages et intérêts sur ces procès que vous faites, et Greenpeace aussi naturellement, fait à l'encontre de nos exploitations agricoles. Et donc, j'aurais aimé savoir quelles étaient la source de ces gains, de ces dommages et intérêts. Je vous invite vraiment à poser votre question, chers collègues. Là, il faut qu'on avance. Je termine simplement à la fois pour L214 et pour Greenpeace, et aussi comment, puisque vous en avez l'obligation de fait, puisque c'est la raison pour laquelle vous percevez des dommages et intérêts, comment vous agissez pour réparer ce préjudice écologique. Et aussi un autre lien important qui le convient de porter à l'éclairage de notre commission d'enquête. Est-ce que vous avez connaissance et dans quelle mesure aujourd'hui un certain nombre de vos adhérents, de vos militants sont aujourd'hui partie prenante dans le fonctionnement de nos administrations ? Comment un certain nombre de vos adhérents ou de militants sont aujourd'hui partie prenante, à la fois Greenpeace et L214, partie prenante dans le fonctionnement de nos administrations ? Bon, je pense que la question, elle est claire. Je vous laisse répondre. Oui, je pense qu'on n'a pas de réponse à la question sur nos adhérents. Enfin, on en a 56 000 aujourd'hui, 51 000. Bah non.
Enfin, les adhérents, RGPD, voilà, vous leur demandez leur nom, leur prénom, leur adresse mail et adresse pas. On va laisser le docteur répondre rapidement, puis Du après, coup, il faut qu'on passe aux orateurs suivants. on n'a pas, et l'autre, c'était sur... Les dommages et intérêts. Ah, les dommages et intérêts. Alors aujourd'hui, alors nous, on porte des plaintes et on est partie civile. Alors d'une part, sur les procès en correctionnel, sur mauvais traitement sur les animaux, et alors on touche plutôt l'article 700. Je parle sous le contrôle, je pense que voilà. Voilà, les dépens. Et on ne touche pas en réparation de préjudice de ce que vous dites. Sinon, c'est public de toute façon dessus. Et après, dans les condamnations de l'État, on a effectivement sur le préjudice moral. Voilà, mais c'est des sommes qui ne remboursent pas les frais engagés pour faire les procédures de toute façon. Enfin, voilà, c'est assez clair. Très bien, merci. Monsieur Fournier. Merci beaucoup. Moi, je me joins au propos de mon collègue qui est parti, Rodrigo Arenas, pour dire qu'effectivement, ici, il ne s'agit pas de faire un tribunal, mais bien une commission d'enquête et de poser des questions qui sont en lien direct avec le sujet. Je dois dire que j'ai du mal à voir le lien direct sur les questions de financement des structures ou le lien direct avec la nature des vidéos et la nature de la musique qui est utilisée sur les vidéos. On pourrait d'ailleurs balayer devant beaucoup de portes, y compris les portes politiques, sur la façon dont on utilise les images, les petits messages là-dessus. C'était une petite introduction nécessaire. Je voudrais, dans ce qui a été évoqué le terme d'agriculture écologique. Je le trouve plutôt intéressant parce qu'il permet de dépasser le cadre franco-français des certifications biologiques. Et bien souvent, d'ailleurs, on reste un peu centré sur cette question. Il y a un endroit où il y a beaucoup de normes, c'est certainement sur les certifications biologiques. Et elles sont plutôt demandées par ceux qui sont dedans parce que finalement, il y a une sorte d'inversion de la situation. C'est-à-dire ce qui est a priori bon pour notre santé parce qu'il n'y a pas d'intrants, parce que ça utilise des pratiques fondées sur la nature, doit démontrer sans arrêt son existence. Et en France et dans d'autres pays dans le monde, mais pas partout. Et à l'inverse, qui utilise des intrants n'a pas besoin d'en faire la démonstration. Donc je dirais que le poids des normes, si on veut parler des normes, qui ne sont pour moi d'ailleurs pas forcément des contraintes, qui est de la complexité administrative, oui, mais sont plutôt des normes pour faire progresser l'ensemble. Moi, j'avais, à partir de cela, 3 questions à poser. Ma première question, c'est dans la question de la souveraineté, le poids de l'enjeu des intrants, justement. Notre dépendance aux engrais chimiques, à l'importation d'engrais chimiques. Alors, je ne sais pas si vous avez travaillé sur ces entrées-là, mais qui est pour moi un des sujets de perte de souveraineté, de risque de perte de souveraineté. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, les enjeux de santé. Santé animale, santé humaine. Quand on entend, moi j'ai fait un rapport sur la grippe aviaire, et quand on entend qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, les bovins, la grippe aviaire a été transmise aux bovins, puis à un homme, puisqu'il y a pour la deuxième fois un être humain qui est concerné par un zoonose, donc une transmission vers l'homme. Est-ce que là, il y a un enjeu de perte de souveraineté avec la question de la santé et comment vous imaginez y répondre? Et puis la troisième question, vous avez évoqué qu'à peu près toutes les études font état de la nécessité de moins consommer de viande, et je crois que c'est à peu près concordant quand on regarde toutes les études, elles le disent. Après, là, jusqu'où on va, il y a des variations très importantes, mais là-dedans, est-ce qu'il existe pour vous ailleurs dans le monde des régimes alimentaires qui feraient un peu aujourd'hui référence? Je pense au scénario After qui fait référence au régime méditerranéen, qui est déjà beaucoup plus végétalisé, beaucoup moins basé sur des protéines animales. Mais est-ce que vous avez là-dessus des réflexions? Est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'il y a des tendances vers lesquelles notre régime alimentaire devrait évoluer? Parce que c'est une des composantes, vous l'avez dit, de notre future souveraineté alimentaire. Il y avait donc 3 questions, je les ai... Donc, on peut faire une réponse 1, 2, 3 pour le compte-rendu. Allez-y, L214. Alors, sur le poids de l'enjeu des intrants, aujourd'hui, la France, elle importe, et en fait, c'était dans le rapport de la mission d'information sur la souveraineté alimentaire, 80% des intrants. C'est aussi dans le rapport du gouvernement. Donc, c'est juste massif. On est totalement dépendant des intrants. Sur les enjeux de santé, oui, il y en a quand même pas mal. Alors, un qui n'est pas très connu, donc vous avez évoqué les zoonoses, effectivement.
J'ai lu récemment une scientifique qui disait « Ah bah tiens, on a eu un Covid. Nous, on s'attendait plutôt à une mutation de la grippe aviaire. » On peut rappeler que la grippe espagnole, c'était une grippe aviaire au départ. Et voilà. Il y en a hein, de par le monde. Il y a l'édito de l'American Journal of Public Health qui date de 2007 et qui dit justement au sujet des épizooties, par conséquent, il est étonnant que changer la façon dont les humains traitent les animaux, arrêter simplement de les manger ou au moins limiter strictement la quantité d'animaux qui sont mangés, ne soit absolument pas considéré comme une mesure de prévention d'intérêt. Il y a la question de l'antibiorésistance aussi. Donc voilà, sur les grippes, on est plutôt sur des virus. L'antibiorésistance, ça concerne les bactéries et on a aujourd'hui des bactéries qui s'habituent aux antibiotiques qu'on leur donne. Et en élevage, il y en a encore une sacrée masse. Et je souligne qu'il y a certains antibiotiques qui ont été déclassés, notamment les anticoccidiens, et qui sont aujourd'hui dans l'alimentation des poulets par défaut. Hein. Je peux parler du narasin et de la nicarbazine, par exemple. Qui sont donnés dans l'alimentation directement, puisque les entreprises d'alimentation animale ont le statut d'établissement pharmaceutique. Et l'antibiorésistance, aujourd'hui, c'est 25 000 morts par an dans l'Union européenne, et si on ne fait rien, c'est 10 millions de morts par an dans le monde. Donc, oui, effectivement, il y a des questions de santé. Et puis, un autre problème de santé qui ne vient pas souvent sur le devant de la scène, c'est le cas des particules fines, des émissions d'ammoniac. Voilà, donc la France, c'est le premier pays émetteur d'ammoniac en Europe, cocorico. Et les émissions sont à 96% d'origine agricole, dont 58% qui proviennent directement des élevages, sans compter la fertilisation minérale des cultures, notamment fourragères. Et en Bretagne, on est à 99% des émissions qui sont d'origine agricole. Voilà. Effectivement, la question de l'enjeu de santé, c'est un enjeu important. Et sur les questions de souveraineté, on voit bien, hein, l'enjeu de santé du Covid a mis toute l'économie au ralenti de façon très, très forte. Et sur les tendances vers la végétalisation, je n'ai pas en tête, mais justement, je pense que c'est le travail de l'IDRI qui a fouillé cette question-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a d'autres pays qui ont amorcé. L'Allemagne a commencé à un petit peu débattre autour de ces sujets-là. Voilà. Et donc, oui, il y a vraiment un gros travail de recherche, de pistes, à vraiment œuvrer là-dessus. Mais fort heureusement, il y a justement des think tanks qui ont vraiment défriché le terrain. Et ce serait intéressant de les entendre là-dessus. Vous aviez encore des questions? Non, j'aurais aimé savoir si du côté de Greenpeace, il y avait un travail sur la question des régimes Alors, du côté de alimentaires. Greenpeace, comme vous avez vu, il y a une petite urgence familiale. Honnêtement, je comprends. Madame a des enfants en bas âge. Donc, ce qui est convenu, c'est que monsieur n'a pas vraiment habitation pour s'exprimer. Donc, il est là, il prend des notes. Et si jamais il y avait une question spécifique et un collègue voulait une réponse absolument de Greenpeace, il y aura une réponse rapide qui sera faite par voie écrite. Voilà, désolé, c'est un peu arrivé comme ça, mais du coup, je veux bien. Je voulais pas quand même retenir Madame Dalle, Ouais, qui a un problème objectif et je pense non voulu avec ses enfants. Vous avez bien fait, mais du coup, je veux bien des réponses écrites aux questions que j'ai posées, parce que je pense que votre point de vue sera intéressant. Très bien. J'avais Madame Mélin. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être brève. C'est pour l'association L214. Je voudrais contextualiser beaucoup de choses qui ont été dites ici. À l'occasion d'études que j'avais menées à la Commission Industrie au Parlement européen, j'étais arrivée à m'apercevoir que l'industrie du futur avait plusieurs modèles qui étaient possibles. Donc, nous sommes dans le putatif. En fait, pas tant que ça, puisque c'est déjà très avancé. Et en dehors du modèle chinois et d'un éventuel modèle européen, nous aurions eu un modèle californien. Ce modèle californien est entièrement impulsé par les GAFAM, nous sommes bien d'accord, et tourne en grande partie autour des méthodes additives. Et au-delà des grands systèmes qui utiliseraient les imprimantes 3D, il y aurait la proximité avec les Fab Labs et les 3D personnels et familiales, pratiquement. Mais pour arriver à cette façon-là, il faut changer, à l'utilisation de ces matériaux, il faut changer les mentalités. Et c'est là où, effectivement, dans le domaine alimentaire, c'est un domaine de choix, et c'est pour le modèle californien véritablement le point d'orgue de ce qu'ils veulent faire,
Et la méfiance vis-à-vis de l'agro-industrie et l'aspiration du retour à la nature constituent manifestement un frein à l'émergence de cette alimentation 3D, parachèvement du rêve californien dont le modèle est l'alicament, fusion de l'alimentaire et du pharmaceutique s'intégrant dans des problèmes de santé, de prévention de santé et de mise en forme. Pour cela, il faut effectivement des impulsions au changement de comportement et votre association en ferait partie puisque vous amenez doucement à penser qu'il ne faut plus manger de viande du tout. C'est pour ça, avec un raccourci que vous allez peut-être me dénoncer, madame, on s'aperçoit que votre financement par l'OPP est une réalité, vous l'avez tout parfaitement dit tout à l'heure, sauf qu'elle est fondée par Dustin Moskovitz, cofondateur de Facebook, qui a depuis quitté Facebook pour promouvoir la viande de laboratoire à travers l'OPP. Selon les études de Gilles Luneau, le journaliste qui a enquêté sur cette formation, cette fondation a un double objectif. D'une part, elle soutient un certain nombre de start-up qui travaillent sur la nourriture végane, ça on le sait, ça a été dit, et d'autre part, elle finance la recherche, le développement et la quasi-mise en industrie de la viande à partir de cultures de cellules souches. A priori, cela ne peut déboucher que sur une mainmise sur l'alimentation mondiale. Alors, évidemment, ça pose immédiatement le problème par le biais de la extraterritorialité, de l'indépendance et de la souveraineté alimentaire. Ça tombe sous le sens. Nous sommes dans le cadre de notre commission. Là où ça va plus loin, et ce n'est pas du tout du complotisme, c'est quelque chose qui est déjà en route aussi, c'est que si demain matin, nous allons plus loin dans l'idée de la sensibilité des végétaux. On la voit déjà avec les arbres. Quand on voit qu'une plante est capable de pousser dans notre bac à légumes du frigidaire, on se dit que c'est vivant tout ça. Et on parle de physiologie de la plante et on est en train de parler de neurophysiologie de la plante. Si demain matin, on nous dit les légumineuses, quand on les coupe, quand on les égrène ou autre, ça souffre. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la place à la grande agrochimie dont M. Arenas nous parlait tout à l'heure. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez l'impression, et j'entends votre démonstration, j'ai apprécié beaucoup et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit, il n'en reste pas moins vrai que nul ne doit être innocent dans son action, même si, monsieur, vous l'avez aussi très bien dit, c'est un peu un couteau à deux lames, hein, on pourrait avoir plus de production de viande qui, dans l'occurrence, ne serait pas industrielle, elle serait artificialisée, quelles que soient les deux méthodes qu'on emploie. Est-ce que vous pensez pouvoir freiner tout ça pour mener votre combat, ou est-ce que vous allez, d'une certaine manière, rester un peu les marchepieds de grands industriels qui vont mettre la main sur l'alimentation mondiale, selon un certain modèle qui n'est pas le seul, nous sommes d'accord. Allez-y, je vous invite à répondre, s'il vous plaît. C'est pas des questions très, très simples, parce qu'on part sur... oui, c'est pas complotiste, mais un petit peu quand même. Le livre de Gilles Luneau n'est pas... Enfin, voilà, il est parti lui aussi assez loin dans ses hypothèses et tout ça. L'open philanthropie finance à 90% des actions plutôt sur les droits humains, sur la recherche. Ils ont fait pas mal de recherches, financé la recherche sur le Covid et tout ça. Et ils ont une petite partie, 10%, qui vient financer des associations soit de défense des animaux, soit effectivement des associations de promotion d'une alimentation végétale. Et ils ont une association là-dedans qui est Good Food Institute, qui, elle, est une association qui promeut toutes les alimentations non animales. Et effectivement, dedans, ils sont sur... voilà. C'est pas des financements de manière à faire basculer, mais quelque part, c'est comme si on défendait un modèle sans voiture et que vous nous disiez, mais enfin, vous faites un boulevard à la voiture électrique et à la trottinette. Est-ce que vous pensez vraiment que... Enfin, à ce moment-là, on ne peut plus du tout dénoncer quelque chose sans que, effectivement, il y aura des prises d'opportunité, d'autres... voilà. Nous, notre position, elle est quand même assez claire. Pour nous, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Dans l'alimentation végétale, il y a tout ce qu'il faut, on sait faire. C'est ce qui demande le moins de ressources. C'est ce qui est le plus... Enfin, vraiment, la mise en œuvre est tellement facile. Donc, il n'y a vraiment pas de... Voilà, enfin, il ne faut pas chercher midi à 14h. Sur la sensibilité des plantes, si jamais il était fait la démonstration que les plantes étaient sensibles, c'est pas un problème. En fait, l'idée derrière la démarche, c'est d'essayer de créer le moins de souffrance possible autour de soi. Et le fait est que quand vous mangez des animaux, vous mangez par leur intermédiaire entre
entre 3 et 10 fois plus de plantes que quand vous mangez les plantes directement. Donc le fait de manger les plantes directement, vous créez en fait déjà moins de... Enfin voilà, si vous pensez que les plantes sont sensibles, en fait vous en utilisez moins. Voilà. Autant sur les animaux, on est absolument certain qu'ils sont doués de sensibilité et même qu'ils ont une conscience. Il y a quelques semaines a été publiée la déclaration de New York sur la conscience. Et donc, enfin voilà, là c'est avéré, c'est dur comme fer, ils ont une conscience. Voilà, donc on devrait les considérer comme des cohabitants. Des fois, on veut partir dans l'espace pour rencontrer d'autres formes de vie intelligentes. On en a juste à côté de nous et on les a juste asservis, quoi.